Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission. Chloé Lebon à l'animation aujourd'hui pour l'émission cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, la séance du conseil de la MRC de Dautré s'est tenue le 9 juin dernier. Pour l'occasion, nous avons discuté avec M. Yves Germain, qui est préfet de la MRC. Caroline Proulx, qui est ministre du Tourisme, a fait 2 annonces durant la dernière semaine pour le secteur hôtelier et pour le secteur touristique. Le musée Gilles Villeneuve a commencé son encamp virtuel qui se termine le 27 juin à 19h. Nous en avons parlé avec Alain Bellumeur, qui est directeur général au musée. On apprenait en janvier dernier qu'il y aurait officiellement une équipe ECHL, donc anciennement Ligue de hockey de la Côte-Est, à Trois-Rivières, qui sera affiliée au Canadien de Montréal. L'équipe a dévoilé le 10 juin dernier sur ses réseaux sociaux le nom et le logo de l'équipe. Rajoutons également qu'Éric Bélanger, un ancien hockeyeur, a été nommé le premier entraîneur-chef par la suite. Une nouvelle ferme éco-responsable s'est installée dans la région de Lanaudière, soit la ferme Beauvais. Nous avons donc rencontré cette famille, de la famille Beauvais. De nouvelles activités voient le jour cet été à Berthierville. Donc nous en parlons avec Marie Gauvreau-Leblanc, qui est directrice des loisirs. Les élèves et enseignantes de l'entreprise Les Studios 3, qui est située à Saint-Ambroise-de-Kildare et à Joliette, ont dévoilé un vidéoclip mettant en vedette leur interprétation originale de la chanson « L'Amérique pleure » des Cowboys fringants. Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse des jardins de Dautré, nous parle des versements pour les ristournes. On conclut avec le Festival de Lanaudière qui a dévoilé sa programmation le 17 juin dernier. Donc, bonne émission à vous! On va parler de la séance de la MRC qui s'est déroulée le 9 juin dernier. Donc, pour commencer, lors de cette séance, vous avez adopté les états financiers 2020 et état des surplus. Donc, pouvez-vous en parler un peu? En fait, moi, je n'ai pas tous les chiffres devant moi, c'est très comptable. Mais je pense que ce qui est important de retenir, c'est que la gestion de la MRC est très serrée. On est assez... on fait preuve de précaution dans nos dépenses et dans nos prévisions. Et l'année se termine avec un surplus relativement substantiel, mais ce n'est pas un surplus qui peut être dépensé n'importe comment. Là. On a près d'1 million, je pense, si je me souviens bien, là, globalement, mais il y a beaucoup d'argent qui va au transport parce qu'on a eu des subventions du ministère du Transport durant la COVID. Okay. Et on doit décloisonner doucement, là, et puis on va avoir des dépenses additionnelles dans le transport dans l'année qui vient, dans l'année la deuxième année aussi, parce qu'on a permis des adaptations là, grâce à la COVID. Donc, il faut être prudent dans les surplus. Mais tout compte fait, on est bien géré, puis il n'y a pas de mauvaises surprises. Donc, ce sont des bonnes surprises pour les contribuables. Parfait. Puis ensuite, il y a eu le financement du 211 par le gouvernement du Québec. Ça consiste en quoi, ça? En fait, c'est plus complexe. La ligne 211, c'est la ligne ressources humaines. En fait, tout ce que c'est chapeauté par Centraide, pour faire une petite histoire courte. Ça permet aux gens en état de détresse psychologique, par exemple, d'appeler. Et ça avait été au départ financé par le fédéral. Et puis, à certains endroits, je pense au Québec, même dans la CMM, je pense que les municipalités participent parce que là, ça manque de financement. Apparemment, le fédéral a annoncé qu'il se retirait du financement. Donc, Centraide propose que la communauté finance 20% et le gouvernement du Québec 80%. OK. Parfait. Donc, c'est le but de la résolution là, pour supporter là, la proposition de Centraide. Il y a aussi un règlement sur les feux d'artifice. Oui, en fait, c'est pas pour en faire, c'est pour empêcher d'en faire. Donc, on avait différents règlements dans beaucoup de différentes municipalités de la MRC. C'est suite à des discussions avec la Sûreté du Québec, là, qui agit en tant que notre service de sécurité publique là, dans la MRC avec lequel on a un contrat. Ils nous ont suggéré d'unifier notre règlement, que ce soit plus facile d'application, qu'on a convenu dans la MRC que ce serait de mise d'interdire les feux d'artifice privés là, dans les arrière-cours ou dans les supports des lacs, par exemple, okay. Ça arrive souvent. Donc, toutes les nuisances que ça cause, les potentiels de feux de forêt, de feux de broussailles ou même de feux de toiture, là, ça s'est vu des voisins dans
c'est des feux d'artifice qui atterrissaient sur la toiture du voisin, donc c'est pas trop intéressant. Donc, on travaille sur un règlement à venir là, qui va interdire tout feu d'artifice sur le territoire de la MRC. Puis je pense que ça va être bien vu là, dans la majorité je dirais dans la totalité des municipalités là, avec lesquelles on a des discussions. Parfait. Donc, c'est un règlement qui va de nature de qualité de vie, disons, là, pour les gens et de sécurité également. Exact. Puis ça, est-ce que là, parce qu'on s'entend, les feux d'artifice, il y en a en vente justement dans les dépanneurs, là. Donc ça, est-ce que ça va interdire aussi la vente ou... Non, on ne peut pas interdire la vente parce que quelqu'un peut en acheter et puis aller les faire péter ailleurs où c'est, excusez-moi l'expression, où c'est permis. Ouais. Donc on ne peut pas régir la vente de biens, mais on peut empêcher l'usage sur le territoire. Donc c'est ce qu'on peut faire. Mais effectivement, je pense que ce serait de mise que les gens le sachent là, pour pas que nos dépanneurs en question qui sont habitués d'en vendre beaucoup pour la Saint-Jean-Baptiste, surtout, possiblement que cette année, ça va être trop tard pour l'interdire, de toute façon, là, parce que les règlements doivent passer là, une série là, de délais légaux pour être en force. Mais pour la saison 2022, définitivement qu'ils vont en vendre un petit peu moins sur le territoire. Ça. Parfait. Bon, il y a aussi eu un suivi du projet Au-Trip Branché 2. Oui, en fait, on s'approche d'une solution avec le gouvernement. On est en négociation depuis plusieurs mois avec ce qu'on appelle le conseil privé. Donc, c'est le ministère de M. Legault directement, au commissariat à la fibre optique qu'on appelle. Et puis, notre projet est en voie d'approbation. Donc, on a un projet qui va permettre, je parle d'un ordre de grandeur là, de 15 millions de dollars et plus là, en subvention possible. Et donc, ça va permettre de brancher à peu près tout ce qui reste de non branché dans la MRC. Donc, c'est un effort colossal des gouvernements actuellement, autant fédéral que provincial. Et c'est grâce, je dirais, la célérité du gouvernement en place. Là, la COVID oblige, comme on dit. On s'est aperçu qu'avoir l'Internet, c'est important, même quand tu es, entre guillemets, en région, à moins d'1 heure de Montréal. De ne pas avoir haute vitesse dans beaucoup de secteurs, c'est problématique et c'est un frein au développement, ça c'est indéniable. Donc, on est très, très confiant d'avoir des nouvelles, je vous dirais, si ce n'est pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on aurait une lettre officielle pour laquelle on pourrait faire une annonce publique pour le projet en question, mais je suis très confiant actuellement avec les discussions qu'on a avec le gouvernement. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais on pense bien avoir des très bonnes nouvelles sous peu. Oui, c'est ça, c'est positif pour les citoyens de la MRC. Oui, absolument. On parle, là, grosso modo, de plus de 500 km de fibre optique d'un toron mètre, qu'on appelle, là, qui va continuer à être déroulé là, dans tout le territoire de la MRC. Ça peut aussi bien être dans tous les petits recoins là, des zones plus urbanisées du sud. Là, certaines rues ne l'ont pas, d'autres chemins longs, donc c'est un peu complexe. Que c'est problématique aussi pour les régions du Nord là, qui ont des grandes distances à couvrir où ça coûtait très cher. Donc, les gouvernements ont mis la main dans leur poche et puis c'est financé là, à près de 90% et plus par les gouvernements. Donc, ce sera minime, ça ne paraîtra même pas. Nous, on fait un règlement d'emprunt en ce sens pour la MRC, donc qui va être supporté par toutes les municipalités. Puis c'est tellement minime que ça n'a même pas d'impact sur le compte de taxes de personnes. C'est tout à fait supporté par les gouvernements. C'est ça, très positif. Oui, absolument. Puis là, il y a aussi subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation relative à la COVID. Oui, en fait, c'est parmi les efforts que les gouvernements ont fait pour supporter toutes les communautés. Ils ont aussi pensé aux municipalités et aux MRC. Parce qu'on est un acteur de premier plan là, dans le développement de nos communautés. On a des capacités d'action qui sont rapides. Et ils ont donné des sommes à toutes les municipalités et les MRC à travers là, les 2 années de la COVID, ou à peu près qu'on vit actuellement. Et la dernière somme qu'on devrait recevoir, sur laquelle on était alloué à la MRC de Dautré, c'est tout près de 800 000 $. 700 000 et des poussières, c'est beaucoup d'argent. Et là, on a fait un groupe de discussion là, de planification à l'intérieur de la MRC pour être capable aussi de présenter là, à la table des maires des orientations. Donc, on a prévu des montants pour plusieurs grands secteurs de notre communauté, incluant les artistes. Donc,
je me souviens de quelques montants. Là. Je sais qu'au niveau du service incendie, c'est majeur parce qu'on a eu beaucoup de frais là, au niveau du service incendie à cause des mesures. Okay. Donc, on va renflouer un peu notre service aux incendies. Ça, c'est permis. C'est dans je dirais les clauses du contrat que le gouvernement nous envoie. Là, il est assez large, puis on peut nous-mêmes mettre nos priorités, puis ça va être approuvé par le gouvernement. Okay. Et les artistes, au niveau des arts, on met au-delà de, je pense, c'est 125 000 là. Okay. C'est une grosse portion du montant qu'on reçoit qui va être remis là, dans le comité, en fait, la responsabilité du comité, mettons, au niveau artistique et puis de la MRC. Donc, on va avoir des projets qui vont être disponibles là, éventuellement avec ces sommes-là dans l'année qui vient et l'année 2022. Donc, c'est des sommes qui vont être dépensées là, pour, je dirais, nous sortir un petit peu de l'état de torpeur dans lequel certains secteurs ont pu être, que ce soit au développement économique, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de nos propres services, nos propres dépenses. La MRC a dépensé beaucoup d'argent pour être capable de continuer de fonctionner. En termes technologiques, par exemple, on a dû remplacer des équipements plus vite que prévu, là, à coût de 10 000 d'équipement. On a acheté des ordinateurs pour les employés. On a fait beaucoup là, en peu de temps pour faire en sorte que les services continuent. Puis ça a eu le succès qu'on a eu. Là. On n'a pas eu de rupture de service là, à la MRC. Donc, c'est des sommes qui ont été dégagées là, par le gouvernement pour nous aider. C'est positif là aussi. Parfait. Oui, c'est ça. Ça va aider à la relance dans la MRC d'autres. Absolument. Là, je pense que c'est dans l'effervescence du décloisonnement qu'on vit actuellement. Je pense qu'au moment où on se parle, c'est encore positif. Là, on est en bonne posture au Québec. Là, je voulais remercier aussi la population et tous ceux qui nous écoutent là, des efforts que tous et chacun ont fait pour maintenir en bonne santé parce que les chiffres de contamination sont entre guillemets excellents, là, ou les non-chiffres parce qu'on n'a pas beaucoup de cas. Dans la MRC. Je sais que ça avait mal commencé au début. Je me souviens là, dans les annales, là, la maison à lavellerie, de personnes âgées de la RPA lavellerie qui avait fait les manchettes. C'était malheureux, mais c'était au tout début de la pandémie où personne ne savait un peu ce qui se passait ou à quoi faire attention. Mais on est devenu un très bon élève. Je regardais les derniers chiffres. Je pense qu'on n'avait aucune éclosion dans la MRC là, majeure la semaine passée. On avait à peine 2 ou 3 cas dans toute la MRC. Donc, tout la naudière va bien aussi au niveau vaccination. Donc, on a fait les efforts comme citoyens, puis je voudrais remercier la population là, dans ce sens-là. Continuons, on va retrouver une vie normale bientôt. Exact, c'est ça, la zone verte, ça s'en vient dans pas longtemps. Oui, absolument. Parfait. J'ai juste une question hors enregistrement et hors MRC. Est-ce que vous représentez pour la mairie à Saint-Didas? Ben moi, à date, oui. Là, je l'ai dit à plusieurs personnes. J'ai pas de raison de ne pas y aller. Tant que j'aurai du plaisir à le faire et des projets à réaliser, puis j'aurai, je dirais, le support de l'équipe en place. Moi, je m'amuse actuellement, puis on fait beaucoup d'avancées au municipal aussi. La population est contente. On fait beaucoup de projets pour améliorer notre qualité de vie. C'est pas évident dans les petites municipalités avec des grands territoires. Les sous ne sont pas abondants. Là, on a beaucoup à gérer, mais on le fait de façon créative ici. Puis on a une belle communauté. Puis les gens me disent, quand ils me rencontrent, on est fiers maintenant de rester ici. On sent qu'on a une belle qualité de vie qui s'améliore tout le temps. Moi, je me représente, c'est sûr, au niveau municipal. C'est pas un secret pour l'instant. Parfait, parce que nous, on fait des... je vais vous en reparler en temps et lieu, là, mais nous, durant l'été, on veut faire justement des entrevues avec les candidats. Donc, ça serait une entrevue plus personnelle, je peux dire ça comme ça, là, qu'on parle aucunement de politique pour la première fois. Puis la deuxième fois, ça serait une entrevue plus politique, que là, on pourrait vraiment parler de la politique municipale. Là. OK, parfait. Bon, on se reparlera. Parfait, bon, merci. Oui, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui. Merci. Bonne journée, bonne semaine. Oui, bonne journée. Merci. Donc, pour aider nos entrepreneurs à concrétiser leurs projets, je suis très, très fière d'annoncer aujourd'hui la mise en place du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique qu'on a affectueusement baptisé le PARIT. C'est un nouveau programme qui va venir remplacer le précédent, qui s'appelait le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique. Donc, on parle d'un nouveau programme qui est simple, qui est flexible,
qui est généreux et qui est tourné vers le caractère innovant et durable de notre industrie. On laisse également tomber les stratégies sectorielles. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est soutenir des projets à valeur ajoutée qui vont se démarquer et qui vont contribuer à la notoriété et au pouvoir d'attractivité de leur région et des destinations. Donc, le fameux PARIT, le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, va être doté d'une enveloppe de 105 millions de dollars et devient ni plus ni moins le vaisseau amiral de l'accompagnement de projets promoteurs et porteurs dans notre industrie. Ce qu'on souhaite faire, dans les faits, c'est stimuler des projets d'investissement partout sur le territoire québécois, soutenir l'innovation et l'aspect durable dans les projets qui vont venir. Le PARIT va être le fer de lance pour assurer la pérennité, la croissance, la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, ici et à l'international. Les objectifs du programme sont notamment d'adapter l'offre dans un contexte de pandémie mondiale, soutenir le développement des offres touristiques durables, des offres touristiques qui sont originales, des offres touristiques également qui sont diversifiées. Afin de soutenir justement des projets à valeur ajoutée, les organismes devront dorénavant soumettre des projets composant des coûts admissibles d'au moins $1,5 million. Avec le PSSDT, on pouvait soutenir jusqu'à 33% des coûts admissibles d'un projet. Maintenant, avec notre nouveau programme, c'est rehaussé dorénavant pour atteindre jusqu'à un maximum de 50% des coûts admissibles d'un projet afin d'aider davantage nos entreprises. On pourrait même majorer l'aide jusqu'à 60% en fonction de l'atteinte ou non, on souhaite l'atteinte, de critères d'éco-responsabilité. On rehausse également le montant maximal d'aide à 5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3 millions de dollars par rapport au seuil maximal du précédent programme. Pour les projets de construction de nouveaux établissements d'hébergement en région, qui ont été identifiés, soit dit en passant, comme ayant un déficit d'unité, le montant maximal de l'aide sera de 2 millions de dollars. La liste des projets admissibles, les critères d'admissibilité, l'appréciation, toute l'information additionnelle de ce programme seront détaillés sur québec.ca. D'ores et déjà, les promoteurs, les associations peuvent déjà contacter le ministère du Tourisme pour poser des questions. Je vous rassure, on va laisser passer la période touristique estivale. Donc, les premiers appels à projets auront lieu après la saison festivale. Je souhaite que nos entrepreneurs puissent se concentrer sur cette saison-ci et qu'ils aient surtout le temps nécessaire pour bien ficeler leur projet. Donc, à la fin de l'été, voire au début de l'automne, il pourrait y avoir les premiers appels à projets. Nouveau programme, on donne les moyens de bâtir le tourisme de demain. On va s'appuyer sur des projets qui vont être ambitieux de nos entrepreneurs, qui vont faire de notre destination un endroit unique à visiter dans le monde. On se donne des moyens de demeurer dans le peloton de tête des destinations à visiter dans le monde, avec une offre touristique des plus compétitives et une offre touristique qui sera également durable. Avec notre soutien, l'ingéniosité de nos entrepreneurs touristiques, on met en place des conditions gagnantes, nous croyons, pour stimuler, propulser davantage le rôle touristique comme moteur économique important, mais surtout comme moteur de développement économique régional dans toutes les régions du Québec. Au-delà de l'été qui s'en vient, évidemment, il faut penser à la suite des choses. Comment s'assurer d'être dans une position gagnante et dans ce retour à une certaine normalité? Comment continuer, évidemment, de séduire les Québécois qui sont littéralement tombés amoureux du Québec cette dernière année, tout en se démarquant auprès des touristes internationaux lorsque les frontières seront rouvertes. C'est des questions qui nous ont été posées extrêmement rapidement depuis le choc initial de cette crise. C'est pourquoi on a mis en place non seulement de nombreuses mesures d'aide d'urgence, mais aussi des programmes qui sont destinés aux entreprises touristiques qui souhaitaient profiter, je vous dirais, de cette accalmie forcée pour rehausser, pour renouveler leur offre en vue d'une relance touristique qui est forte. Donc, l'objectif principal, évidemment, préserver la capacité d'accueil, la qualité de l'expérience. Ce sont les deux composantes essentielles pour s'assurer du succès de la destination du Québec.
Qu'est-ce que ça veut dire préserver notre capacité d'accueil? Bien, ça veut dire de s'assurer que l'offre d'hébergement touristique va répondre évidemment aux besoins des Québécois, mais également des touristes hors Québec au sortir de cette crise, lorsque le Québec aura cette campagne agressive à l'international pour aller séduire à nouveau nos clientèles. C'est donc dans cette optique qu'on a mis sur pied le Fonds de financement des établissements hôteliers, une mesure que j'ai annoncée initialement en juin 2020 dans ce vaste plan de relance de l'industrie touristique. C'est donc avec joie que je confirme aujourd'hui que par le biais du Fonds de financement pour les établissements hôteliers, une aide gouvernementale de plus de 42 millions de dollars est accordée à 22 entreprises hôtelières pour soutenir et les soutenir dans leurs projets d'amélioration d'équipements et d'infrastructures. Plus précisément, ce qu'on appelle le PADAT, le Programme d'appui au développement des attraits touristiques. Ces sommes vont venir soutenir l'ajout d'infrastructures hôtelières dans près de 11 régions du Québec, rénovation, mise à niveau, unités d'hébergement, salles de réunion, salles de congrès. On sait que le tourisme d'affaires est 2 fois plus payant que le tourisme d'agrément et vient combler l'intersaisonnalité des aires publiques, la structure extérieure de l'immeuble également. Donc, comme je le mentionnais, notre objectif avec ce programme, c'est non seulement de préserver, mais d'accroître la capacité d'accueil de la destination. Tout ça dans une perspective de relance qui va être vigoureuse après cette crise sanitaire et la pandémie. Donc, avec cette annonce aujourd'hui, c'est 25 hôtels, 11 régions du Québec qui offriront une expérience renouvelée à chacune de leurs clientèles. Très, très heureuse qu'autant de gestionnaires d'établissements hôteliers aient su profiter du soutien offert par votre gouvernement pour investir dans nos établissements hôteliers. Le propriétaire de l'Hôtel universel Rivière-du-Loup, qui a eu la grande gentillesse de nous accueillir, pourra vous donner davantage de détails dans quelques minutes. Les activités reprennent partout au Québec. On peut vraiment entrevoir un très, très bel avenir pour nos hôteliers du Québec et pour l'industrie touristique tout entière. On ne se cachera pas que la concurrence va être vive à la reprise du tourisme international. C'est donc pourquoi des projets attrayants, on en a besoin plus que jamais. Et aujourd'hui, notre gouvernement et le secteur hôtelier lancent un message commun. La relance se prépare dès aujourd'hui et ensemble, on agit pour que celle-ci soit à la hauteur des ambitions pour le Québec. Je salue le courage, le travail, la grande résilience des hôteliers et je leur souhaite à tous et à toutes le plus grand succès. Donc, il va y avoir un encamp web qui débute cette fin de semaine au musée Gilles Villeneuve. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Bien, normalement, ce week-end-ci, toute l'équipe du musée, on est au Grand Prix du Canada. Donc, pour une deuxième année, à cause de la pandémie, il n'y a pas de Grand Prix du Canada. Lorsqu'il y a un Grand Prix, pour le musée, c'est très important pour la visibilité. On a plus de visiteurs étrangers au musée, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, cette année. Et en plus, ça nous permet d'amasser des fonds. On ramasse plus de fonds au musée, mais on est aussi présent normalement sur le site du Grand Prix. On vend des souvenirs à l'effigie de Gilles Villeneuve ou de la Formule 1. Et on participe aussi à des activités qui ont lieu dans la région de Montréal. Souvent, des hôtels louent une Formule 1 du musée ou peu importe. Fait que c'est des moyens d'aller chercher des fonds. Donc, ça fait 2 étés de suite qu'il n'y a pas de Grand Prix, donc c'est un manque à gagner important pour le musée. On parle de milliers de dollars à chaque année, là, les 2 années. Et c'est pour ça qu'on a décidé cette année de faire un encamp web avec des items autographiés par des pilotes d'hier et d'aujourd'hui pour lever des fonds. On a fait un test, ça a très bien fonctionné à l'automne dernier. On a fait une première édition, une première encamp web. On est allé chercher, je crois, c'est 21 000 pour l'encan. Fait que c'est des revenus importants. Cette année, on espère que ça sera aussi bon. L'encan va être un petit peu plus court. Ça débute ce week-end, donc le 12 juin. Normalement, ça serait le samedi du Grand Prix, en principe. Et ça va se terminer le dimanche 27. C'est un petit peu symbolique, le 27, qui était la dernière voiture de Gilles Villeneuve. Fait qu'on, ça va être 2 semaines où les gens pourront, s'ils sont inscrits à l'encan, pourront aller miser sur 24 items. La plupart, il y en a beaucoup, en tout cas, le 3/4, c'est des items autographiés par des pilotes de course, là. Puis ça, justement,
Bien, il y a des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire. On a une belle photo de Gilles Villeneuve en action, qui est signée par Gilles Villeneuve et par Mauro Forghieri, qui à l'époque était l'ingénieur en chef chez Ferrari. Fait que cet objet-là est assez hors de l'ordinaire, qui nous a été fourni par quelqu'un qui veut aider à faire des fonds au musée. On a aussi un programme souvenir du Grand Prix du Canada de 1983, où presque tous les pilotes ont signé leur page, où on voit leurs petites photos, là, ils ont signé leur page. Et je pense qu'il y a entre 20 et 25 autographes. Mais dans ce programme souvenir-là, il y a aussi l'autographe de Ayrton Senna. Fait qu'un autographe de Gilles Villeneuve, un d'Ayrton Senna dans un même encan, c'est assez particulier. Et on espère que ces items-là, et il y en a plusieurs d'autres, il y a une peinture originale de Michael Schumacher qui est signée par Michael Schumacher. Il y a des pièces de voitures de F1 qui ont les autographes de pilotes, casquettes, encadrements, etc. Et d'autres petits objets qui sortent de l'ordinaire, qui est toujours beau comme un bibelot, là, mais on a un rotor de turbo d'une F1. Ça a l'air d'une petite hélice, là, c'est super cute, comme on dit. Fait que c'est des objets comme ça qui ont été soit donnés au musée ou qu'on a récupérés au fil des années, là, qui vont être mis à l'encan pour aller chercher des fonds. Donc, les gens peuvent, en visitant le site du musée Gilles Villeneuve, à musée-gillesvilleneuve.com, vont voir la bannière pour l'encan, vont cliquer dessus, vont tomber sur la page de l'encan, ils ont juste à s'inscrire. Évidemment, bien, toutes ces inscriptions-là, tous les gens qui vont miser et aller chercher les items à la fin de l'encan, bien, c'est des fonds qui vont un peu compenser pour la perte, l'absence du Grand Prix cette année, en espérant que tout ça se replace et qu'on revienne à la normale dans la prochaine année. Parfait, merci. Plaisir. Vous connaissez sûrement mon coéquipier, vice-président et directeur général, Marc-André Bergeron. On a travaillé très fort ces derniers mois pour monter notre équipe et d'être ici aujourd'hui pour ce moment historique. Nous sommes fiers et même un peu fébriles de pouvoir enfin vous dévoiler le nom et le logo de votre équipe de hockey. En novembre dernier, nous avons fait appel à vous, les partisans, pour nous appuyer dans cette recherche de notre nom de la nouvelle équipe de la ECHL. Vous avez été plus de 5000 partout au Québec à nous suggérer des noms et à participer à notre concours pour trouver le nom de cette équipe. On a vite compris à quel point que les Trifluviens sont fiers de leur ville, car la majorité des suggestions qu'on a reçues faisaient référence à l'histoire de la région, au passé sportif ou aux monuments historiques de la ville. C'est important pour nous de comprendre les thèmes que vous nous avez suggérés, leur signification et leur symbolique. On a scruté les livres d'histoire, on a consulté des historiens et c'est à partir de ces thèmes qu'on a développé l'identité de notre équipe. D'abord et avant tout, notre équipe sera québécoise. Nous serons la seule équipe francophone dans la ECHL. On veut que notre identité, autant sur la glace qu'au premier coup d'œil de notre logo, ne laisse aucun doute sur ce sujet. Trois-Rivières possède une riche histoire de hockey. On n'a qu'à penser aux Estacades, aux Draveurs, aux Lions et aux Patriotes. Nous allons prioriser les gars de chez nous pour leur donner la chance de montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de faire. Il nous est impossible de passer sous silence notre affiliation avec le Canadien de Montréal et la tradition de passer le flambeau d'un capitaine à l'autre. Ce même flambeau qui représente l'année de fondation de la ville de Trois-Rivières. À l'image des gens d'ici qui ont la coin dure et d'une industrie qui perdure depuis le 18e siècle, notre identité et notre logo vont incorporer le métal comme composante importante. Donc, en résumé, québécois, l'industrie du métal, l'histoire de la région, notre passé sportif. Ce sont tous des thèmes que vous allez retrouver dans votre logo. Donc, sans plus tarder, Trois-Rivières, voici votre nouvelle équipe de hockey professionnel. Comme ceux qui ont défriché, bâti, rebâti, on n'a pas froid aux yeux. On est des batailleurs, des protecteurs. On a la mèche courte comme le jour en janvier, mais le cœur grand comme le Saint-Laurent. On sait qu'on va manger des coups,
Mais quand on tombe, on se relève. Parce qu'on est fiers de notre région, de notre langue, puis de qui on est. Nos ancêtres ont apprivoisé l'hiver. La glace, on la connaît. Elle coule dans nos veines. Tu te rappelles de Béliveau, de Talbot, de Rochefort? Ceux qui porteront le flambeau demain, c'est maintenant qu'on les forge. Depuis le temps qu'on en parle, on y est enfin. Les Lions de Trois-Rivières, c'est là que ça se passe. Pouvez-vous d'abord m'expliquer c'est quoi ça, une ferme éco-responsable? Oui, en fait, on fait notre possible finalement pour faire du bien à l'environnement en plus de produire. C'est qu'on essaie de régénérer les sols. On gère le fumier aussi de façon responsable là, pour pas qu'il pollue les nappes phréatiques et les cours d'eau. On a vraiment une philosophie là, de préservation là, de la biodiversité pour essayer de recréer justement des refuges là, pour que toute la faune et la flore puissent cohabiter dans le même. Entre autres, c'est ça. Puis aussi au niveau des choix de mode de production, on essaie d'éviter au maximum le plastique. OK. Ça qu'on se limite là, vraiment avec des jardins à l'extérieur, en permanente. On essaie d'éviter le plus possible là, tout ce qui est les toiles, les tuyaux perforés, etc. Puis la même chose au niveau des pots, on utilise les traces modes, puis on essaie d'y aller vraiment là, pour limiter l'impact environnemental. En gros, c'est ça, mais il y a plusieurs petits points comme ça là, qu'on essaie de travailler. Finalement, c'est une intention de mieux faire. C'est évolutif. Là. On n'est pas parfait, mais on veut faire le mieux possible et évoluer là-dedans aussi là, pour atteindre des objectifs environnementaux assez élevés. Parfait. Puis au niveau justement des produits, quels produits vous offrez ou que vous cultivez, je devrais dire peut-être plus? On a la viande, la viande de porc, la viande de veau, des coques cachères, c'est ça pour le moment. Et sinon, légumes et fruits, on a planté des pommiers, des poiriers, des camériciers, des bleuets, des mélanchiers. Il y a plusieurs autres fruits, la rognie, des gazelles, des cerises. C'est du Québec. Puis c'est comme saisonnier, on a les tomates, les piments, les poivrons, les conserves. Parfait. Puis j'ai vu aussi que vous aviez une mini-ferme. Oui, on a plusieurs animaux. En fait, on fait et l'élevage, mais on a aussi des animaux permanents. OK. Entre autres, là, on a une cochonne vietnamienne qu'on a rescapée ici, là, qui avait été abandonnée. OK. Puis c'est quasiment comme un chien de compagnie. Il avait se promener avec nous dans les jardins. Puis, vraiment gentil. OK. Sinon, on a des reproducteurs aussi, là, qui c'est récent, mais ils risquent d'être avec nous pour 10-15 ans. OK. On a des moutons, là, c'est des North Country Cheviot. On a un petit agneau et 3 agnelles pour éventuellement reproduire. OK. Même chose au niveau des cochons, on a les Berkshire. Fait que ça, c'est 2 futurs truies et un Vera aussi là, pour la reproduction. Eux, je pense qu'ils peuvent vivre jusqu'à une vingtaine d'années aussi. OK. Puis là, on a 2 vaches, 2 tares Highlander. Fait que la même chose, le temps qu'ils viennent mature, puis éventuellement, là, c'est un petit gros ou les faire inséminer. Fait que eux font partie de la famille de la ferme, dans le fond. Okay. Pas notre famille directe. Dans cette mini-ferme aussi, on a lapins, on a les poulets, coques, poulettes pour les œufs. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, quelques canards aussi. OK. Parfait. C'est une petite variété. Puis vu que pour le moment, en tout cas, sont en emploi, l'accès est facile, on peut rentrer et aller manipuler avec les enfants. Là, finalement, c'est bien apprécié. Parfait. Puis est-ce que
pensez éventuellement faire visiter justement la ferme avec la mini-ferme aux citoyens ou est-ce que c'est un projet dans l'avenir ou... Mais c'est déjà commencé depuis l'année passée, mais ça de plus en plus demandé. Puis, ils ont le droit de visiter les animaux, les jardins et un petit sentier en forêt que nous avons. C'est une contribution volontaire. On leur dit à la base que c'est sur réservation parce que ça nous prend aussi, ça prend au moins une heure et demie à faire les tours. Puis, il faut qu'on s'organise pour être avec les monde discuter. Exact. Puis j'imagine qu'avec la COVID aussi, il faut que vous respectiez les règles et tout, là. Oui, surtout qu'en contact avec les animaux, on essaie vraiment de faire attention. S'il vient d'une autre ferme, on demande tout le temps avant. S'il vient d'une autre ferme, il faut faire attention parce que les maladies avec les animaux, ça se propage assez facilement. On essaie de faire attention. Parfait. Sinon, aussi dans le kiosque, là, évidemment, ça prend le masque, la désinfection des mains, etc. Mais là, on n'a pas eu de problème. Là, le monde sont déjà habitués, je pense. On a aménagé justement un terrain avec des jeux pour les enfants. On veut mettre des tables, des bancs pour que le monde puisse vraiment là, venir passer des après-midi relaxés. On a commencé l'auto-cueillette des canneries. C'est quand même une quantité limitée, là, mais on a beaucoup d'expérience, hein, puis les clients ils nous montrent que c'est vraiment apprécié. Là, on est en train de construire les enclos à l'extérieur. C'est que là, on aimerait le plus possible que tous ces animaux-là soient en pâturage libre. Puis le choix aussi là, des variétés plus rustiques, là, ça fait que là, ils vont pouvoir rester l'hiver aussi à l'extérieur avec un abri. Mais ça va être beaucoup mieux, autant pour eux que pour nous, là, pour l'entretien. Et puis, fait que ça, c'est un projet à court terme. Puis à moyen terme, là, si tout va bien cette année, ce qu'on veut faire, c'est probablement l'année prochaine commencer la construction d'un kiosque de vente, un bâtiment indépendant avec une cuisine de transformation. Vraiment là, selon les règles MAPAC et tout. Puis même, on envisage d'aller chercher un permis C1 pour la cuisine de transformation pour pouvoir faire de la revente. Et même éventuellement louer la cuisine là, pour d'autres mondes qui aimeraient transformer. Et puis ça nous donne droit aussi à une table champagne. On aurait le droit à 20 places assises, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc les tables à pique-nique, les petits bancs, puis les endroits pour se reposer familial là, qui est prévu. Fait que tout ça devrait se mettre en branle normalement à partir de l'année prochaine. Là, c'est ça, cette année, on essaie vraiment là, de concentrer nos énergies là, un petit peu plus avec les viandes pour rentabiliser l'entreprise. Puis, surtout que dans le fond, que les chiffres le permettent, là, on veut aller de l'avant avec ce projet-là. Parfait. Puis, pouvez-vous me parler un peu de vous, de votre famille, de la ferme, je pourrais dire comment c'est parti, mais un peu, c'est ça, comment vous avez créé la ferme, si je peux dire ça comme ça, là? Ça fait quelques années qu'on pensait, là, mais en fait, ça a commencé quand on a déménagé en campagne en 2014. C'est là qu'on a eu la piqûre pour la permaculture. Puis peu à peu, moi je commençais à prendre plus des cours pour faire des savons, des crèmes, etc. On cherchait surtout l'autosuffisance. Là, après ça, on s'est mis comme projet être autosuffisant tant en viande qu'en légumes, mais x10, comme nourrir 10 familles. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à agrandir notre projet, puis on s'est mis à chercher un terrain avec une maison qui nous convient. C'est ici à Saint-Cuthbert qu'on a trouvé en 2018. C'est là qu'on allait partir notre projet, mais il y a un effondrement de notre grange. Et que ça fait qu'on retard un peu là. Mais c'est ça, sinon, c'est ça l'histoire un peu. Une passion, dans le fond, qu'on a découvert pour la permaculture. Puis on a essayé finalement de se faire un plan de vie qui allait inclure tous les éléments qui allaient nous permettre de vivre bien, puis heureux, puis de prendre soin de notre famille, puis de s'impliquer dans la communauté, puis de faire notre part pour l'environnement.
consommer sans polluer. Puis éventuellement, en faire profiter les autres. Fait qu'effectivement, le plan d'affaires résumé, mais c'est simplement ça. C'est notre autosuffisance multipliée par 10. On s'est dit que c'était amplement assez pour nous pour vivre bien. Puis faire notre part. On va faire les marchés cet été. Et notre projet aussi qu'on est un petit peu stressé. C'est la première fois qu'on va faire ça. On va faire les marchés La Nourrice, Saint-Béatrix, Joliette et Saint-Norbert. OK. Parfait. Donc, vous allez être dans le coin, justement, cet été. On va pouvoir découvrir vos produits dans les marchés. Exactement, c'est ça. On essaie de se faire connaître. On a des très bons produits et des belles valeurs. Juste que le monde apprenne finalement à nous connaître. Puis je pense que nous essayer, c'est nous adopter finalement. Donc effectivement, je suis vraiment très contente de présenter la nouveauté des cours de tennis à Berthierville pour cet été. C'est un projet que je chéris énormément. Donc, c'est des cours de tennis qui s'adressent aux enfants de 3 à 12 ans. Ça va se passer ici, au parc Sainte-Geneviève, au court de tennis. Donc, on a retenu les services de la firme Tennis Évolution, qui donne des cours un petit peu partout avec les programmations des municipalités. Et puis, c'est divisé en 3 cours. Donc, il y a les cours parents-enfants. Donc, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans et accompagnés du parent parce que c'est des petits. Et ensuite, il y a les cours pour les enfants de 5 à 7 ans et puis les 8-12 ans, finalement. Donc, on couvre les enfants jusqu'à la fin du primaire pour cette activité. Et puis, il n'y a pas nécessairement de matériel de tennis à avoir. On peut se faire prêter une raquette sur place. Donc, simplement des shorts, le t-shirt et puis les espadrilles. Au niveau du tarif pour le cours de tennis, c'est 34 $ pour une session de 5 cours. Et puis, c'est 52 $ pour le cours parent-enfant. Donc, c'est 52 $ pour le parent et l'enfant ensemble. C'est réservé aux citoyens de Berthierville pour cette année. Puis au niveau des inscriptions, comment ça fonctionne? Pour s'inscrire au cours de tennis, les inscriptions officielles commencent le 14 juin jusqu'au 25 juin. On peut par contre déjà réserver une place en faisant une préinscription en ligne sur le site Internet de la Ville de Berthierville et puis passer par la suite à l'Hôtel de Ville pour payer son inscription. Parfait. Puis là, il va y avoir aussi des cours de natation qui reviennent cette année. Oui, il y a des cours de natation qui reviennent encore à la piscine municipale cette année. Donc, comme les années passées, on retrouve les cours de préscolaire. Donc, c'est déjà pour les bébés à partir de 4 mois pour une initiation à l'eau. Et puis, les cours jusqu'à peu près les jeunes jusqu'à 10 ans avec ce qu'on appelle les juniors là, de la Croix-Rouge. Vous avez peut-être entendu parler déjà des cours qu'on appelait salamandre, tortue de mer, étoile de mer. Donc, c'est notre équipe de sauveteurs qui donne ces cours-là. Et puis, on a 3 nouveautés cette année. Donc, on a des cours de jeunes sauveteurs. Jeunes sauveteurs, c'est pour les jeunes de 8 à 12 ans qui ont déjà une base en natation et qui aimeraient, dans le futur, devenir sauveteurs et peut-être travailler à la piscine de Berthierville. Donc, on a le cours Jeunes sauveteurs. Ensuite, on a le cours Essentiel. Le cours Essentiel, c'est pour les ados et les adultes qui veulent apprendre les techniques de nage. Donc, peut-être que comme moi, vous êtes un peu gêné quand vous faites des longueurs dans une piscine publique parce que vous n'avez pas nécessairement de technique. C'est exactement à ça que sert le cours Essentiel. Et finalement, la dernière nouveauté, c'est pour les adultes, c'est les cours d'aquaforme. Donc, c'est avec de la musique, on fait un petit peu d'activité physique à l'intérieur de la piscine avec des accessoires. Le cours d'aquaforme, il est ouvert aux 16 ans et plus, donc c'est majoritairement pour les adultes. Et puis, l'horaire complet se trouve sur le site Internet de la Ville. Pour chaque cours, vous avez un choix d'horaire. Donc, selon votre horaire personnel, si ça fonctionne mieux pour vous en soirée ou le samedi matin, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Et j'invite les familles à regarder parce que souvent, on a fait exprès de mettre les cours pour adultes et un cours pour enfants en même temps pour permettre à toute la famille de venir jouer dans l'eau en même temps. Et puis,
dernière nouveauté cette année pour la piscine. Pendant les cours des tout-petits, donc les cours de juniors, le reste de la piscine est ouvert exclusivement aux familles des enfants qui suivent le cours. Comme ça, pendant que grand frère ou petit frère est en train de suivre le cours, bien, papa, maman, reste de la famille peut s'amuser dans l'eau en même temps. Pour les cours de natation, donc on peut faire en ligne déjà une pré-inscription sur le site Internet de la Ville de Berthierville sur la page d'accueil. Donc, il y a déjà un formulaire pour déjà choisir les cours qui vous intéressent et garder votre place. Ouvrir pour la saison le 25 juin. Donc, à compter du 25 juin jusqu'au 15 août, c'est ouvert tous les jours de 14h à 16h30 et en soirée de 18h à 19h30, sauf le mardi, parce que le mardi, on a nos cours de natation. Et le week-end, samedi et dimanche, c'est ouvert de 13h à 16h30. La question que je pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et je vois mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui part dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma robe tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée. Quand les vœux que je porte en bas, notre insouciance et le but, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que de deviner la fin? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je vois mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Alors écoutez, très bonne question au niveau des ristournes. En fait, l'année financière 2020 s'est soldée par une possibilité pour nous de redonner en ristournes collectives et individuelles un montant de plus de 2 millions de dollars. En fait, c'est 2 73 000 qui a été réattribué. L'argent s'est déposé le 7 juin et un petit peu particulier cette année, tout dépendant, les gens qui font affaire avec une deuxième caisse ou une troisième caisse dans leur vie, bien, c'est déposé maintenant à un seul et unique endroit. Donc, juste se souvenir d'aller dans l'application mobile et puis de regarder avec l'onglet Ristourne, Ma Ristourne en fait, et vous aurez le détail complet des différents calculs qui composent les dépôts, le dépôt unique en fait que vous avez reçu. Alors, donc, 2 73 000, c'est, je vous disais, ristourne collective et ristourne individuelle. La ristourne collective, c'est les fameux fonds d'aide au développement du milieu qu'on a regarni de 250 000 $ cette année. Donc, le restant, c'est toute la ristourne individuelle pour, grosso modo, 1 780 000. Fait que voilà, c'est des bonnes nouvelles. C'est une année comme les dernières années qui est toujours en croissance pour la Caisse de Dautrey. Je rappelle, 75 employés, c'est un grand budget. On est un employeur qui fait rayonner nos milieux. Et puis, on se fait cette fierté-là. Nos administrateurs sont toujours très présents et très engagés, je vous dirais, dans leurs différentes communautés. Alors, même dans les endroits comme Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, où nous n'avons plus directement de comptoir, caisse physique, on a encore une présence réelle et vous pouvez le voir là, par les différentes implications qu'on a données dans les dernières années. Donc, cette année, 10 grands concerts à l'amphithéâtre, 4 qui seront web diffusés quelques jours après la tenue des concerts, 4 grands films à l'amphithéâtre en projection gratuite, 5 récitals en église, une quinzaine de concerts gratuits dans la région de la Naudière, une place de choix aux grands artistes canadiens dont Renaud va vous parler dans quelques secondes. Et finalement, la question que tout le monde se posait, combien de personnes vont pouvoir entrer à l'amphithéâtre? Bien, on parle d'environ 1250 personnes à l'amphithéâtre, un petit peu moins de 500 sous le toit. Habituellement, on peut en accueillir 2000. Donc, on est plus limité à ce niveau-là, donc il va falloir réserver vos billets très rapidement. Mais on a quand même la possibilité d'accueillir 1250 personnes, ce qui n'a pas été fait pour un concert classique au Québec depuis le début de la pandémie. Donc, on est très, très, très heureux de pouvoir rassembler tous ces gens-là. Encore une fois, cette année,
il va y avoir des formules d'abonnement, comme à l'habitude, qui ont été légèrement révisées parce que le nombre de concerts n'est pas le même. Donc, au terme de la conférence de presse, autour de midi, la programmation, toute la billetterie va être disponible en ligne sur lanaudière.org. Et un dernier point avant d'entrer dans la programmation. Donc, il y a naturellement des mesures sanitaires qui vont être en place cet été pour que le festival soit le plus sécuritaire possible et le plus que tout le monde se sente très confortable et à l'aise d'être au festival. Donc, naturellement, une distanciation physique, 1,5 mètres entre chaque bulle familiale, tant sous le toit que sous la pelouse. La pelouse a été divisée en plusieurs zones. Donc, vous achetez un billet pour la pelouse, vous achetez un billet pour une place spécifique. Il va falloir porter le masque de procédure en déplacement, mais une fois assis, vous pouvez l'enlever. Les options alimentaires vont être présentes sur le site, quoique un peu limitées justement pour éviter les attroupements à certains endroits sur le site. Et finalement, Renault a concocté des concerts sans entracte et sans papier. Donc, il n'y aura pas de programme de soirée, mais toute l'information va être mise en ligne sur notre site web au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous et bonne fête nationale!